Et bonjour la manga, on est de retour avec Benzaï. Bonjour, bonjour l'Anjou Pop Corner, ça fait pas si longtemps que ça finalement. Mais oui, alors attends, parce que moi j'étais plus là la dernière fois, mais en tout cas on va prendre un peu de tes nouvelles, voir un peu comment la vie se passe, et puis un peu parler du Hard Looter aussi du coup, la nouvelle Exactement, campagne. ouais. Qui marche plutôt bien là, de ce que j'ai vu. Bah écoute, on est très content effectivement parce qu'on est à 500% et des patates. Easy. Du coup c'est très cool. Après ça se termine dans une semaine, donc c'est le moment d'attaquer, de voir quel est le rush final et vu que effectivement on est en train de mener une campagne de financement participatif pour la saison 4 de notre série qui passe sur Game One, qui est Hard Looters, où on visite les meilleures boutiques du Japon et bon principalement Tokyo, on va pas se le cacher, avec un curseur qui plus on a d'argent, plus on rajoute des épisodes, sachant que sans spoiler, envoyer 5 personnes à Tokyo, avec notamment Seb du Grenier, cette fois c'est la grosse nouveauté. Oui, c'est ça. On est 4 animateurs, 2 cadreurs, il y en a un qui est déjà sur place, qui prévoit les tournages, c'est pas du tournage sauvage ou quoi que ce soit, c'est pas du vlog. Et puis après on a une vraie post-prod avec une vraie musique déposée à la SACEM, etc. C'est une vraie mission de télé qui après a but d'être diffusée. Il se trouve que effectivement l'argent part vite, du moins les frais fixes sont très vite serrés. Donc on a montré et prouvé qu'on était prêt quand même à travailler pour des clopinettes tant que les gens étaient derrière nous pour nous aider. Donc là en fait on est encore un peu dans cette optique là, en mode genre on est toujours prêt à rajouter des épisodes, on est toujours prêt à travailler un peu gratuitement. Donc si vous voulez plus d'épisodes, vous pouvez envoyer il y a quand même une belle tombola sur la page Tipeee en elle-même, avec notamment un lot qui est jusqu'à là je crois qu'il a 250 000 ou 300 000 yens. Wow. Qui en plus sera le clou du spectacle de la saison, c'est-à-dire qu'à la fin on ira choisir pour le gagnant à Tokyo un lot prestigieux d'une valeur de 300 000 yens et qui lui sera remis normalement en main propre lors d'une soirée et en public. Et en fait le but c'est que ce soit un collector qui est vraiment le genre de truc que tu n'oses pas prendre même pour toi, même quand tu as un grand collectionneur, quelque chose, c'est vraiment 300 000 yens 300 000 yens l'item, c'est quand même vraiment une folie quoi. Ah bah oui, grave. Et le Game One finance pas un peu le projet quand même? Alors Game One en fait ils arrivent que en fin de course dans l'histoire, pour la bonne et simple raison que ils ont pas beaucoup d'argent dans leur budget. En fait Game One, leur priorité reste avant tout quand même de financer, de payer leurs présentateurs, leurs studios, leurs émissions phares. Hard Looter ça reste vraiment toujours le petit truc qui sert à combler un peu les trous, à rafistoler. On n'a jamais eu un gros influx de money de la part de Game One. Et donc là par exemple si une diffusion sur Game One devait se faire, ce serait une discussion qui n'aurait lieu que d'ici encore un an. Vu que les budgets sont très serrés et toujours votés d'une année sur l'autre, et ils ne pouvaient pas nous préfinancer. Donc là ce serait vraiment un pari sur le futur, et de toute façon faut bien se dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de moins de 500 balles l'épisode. Oui, ça n'aurait jamais poumonné totalement la série quoi. Non, mais ils gardent un peu l'esprit justement de le lien avec Internet. Mais je sais plus s'ils sont encore avec MTV Game One là. Alors je saurais plus te dire exactement qui est dans les petits papiers. Mais il y a des dingueries je crois quand même. Mais bon, il me semble qu'ils diffusent encore un peu Naruto, c'est ça. South Park, etc. Mais j'ai plus trop le truc en tête. Là, je suis parti au Japon là, cette année. Cool, putain. Ouais, franchement, c'était stylé. Mais justement, alors j'ai regardé les épisodes de Hard Looter et j'avais vraiment du mal à retrouver les bons endroits pour acheter des trucs. J'ai l'impression que c'est devenu hyper cher parce que c'est devenu hyper hype quoi en fait. Bah alors déjà, il y a vraiment un afflux touristique depuis le Covid, depuis le retour de la réouverture post-Covid. Il y a vraiment plus de touristes qu'avant. Du coup, il y a plus de gens qui font des vidéos sur le rétro gaming et tout ça, et qui se passent les bons plans. Allez, à tes souhaits. Pardon, désolé, je traîne une petite crève là depuis. C'est le temps parisien. Mais en gros, il y a des boutiques qui ont fermé, il y a des boutiques qui ont réouvertes, il y a des boutiques qui ont doublé leur prix parce qu'elles sont vraiment au point névralgique de l'afflux de touristes. Et nous, on va essayer un peu de démêler tout ça là, dans une nouvelle saison, parce qu'effectivement, c'est plus aussi évident qu'avant.
mais il reste encore des adresses secrètes, il reste encore des bons plans. L'avantage c'est que le yen a quand même aussi pris très cher entre temps, donc là on est sur quelque chose en mode on a un beau pouvoir d'achat par rapport au yen, donc on va voir quand même. Le but en général c'était de montrer qu'on peut se faire plaisir même sans forcément se craquer son slip, sachant que nous le discours dès 2018 on nous expliquait déjà ouais mais Akihabara il n'y a plus grand chose les gars, vous savez vous allez rien trouver, nanana, les Français ils ont déjà tout looté. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est juste des anciens qui veulent faire les anciens. Effectivement, oui, on pouvait acheter des Super Nintendo moins chers il y a 25 ans, et c'est normal parce que depuis elles ont 25 ans de plus. Donc c'est devenu beaucoup plus vintage que ça l'était. Mais pour moi c'est aussi à prendre en compte, et les collectionneurs ont tendance à oublier ça et se disent mais attends, cette console était pas si chère que ça il y a 15 ans. Mais oui, mais elle a pris 15 ans dans les fesses. Oui, le marché reste le marché, quoi. À un moment donné, ça fait la rareté, quoi. Mais il y a encore des bonnes adresses, en tout cas. Mais de toute façon, tu es toujours entouré de la même team. Il y a Karaté et tout. Monsieur Karaté, Asenka et donc cette fois Seb du Grenier, qui bavait souvent sur les émissions. Bah oui. Il me disait mais quand même c'est stylé, vous allez dans les boutiques, vous êtes sur place, vous trouvez les bonnes affaires, il y a des trucs de ouf, c'est la meilleure émission quoi. Et du coup là cette fois il vient avec nous quoi. Et c'est le grand kiff, en espérant que ça lui enlève pas trop de temps de travail pour la chaîne. Non, alors JDG, en fait il nous fait l'honneur de nous donner de la force sur cette saison, pour notamment la collecte, et derrière en fait il a booké ses vacances depuis un bail, donc où il se soustrait à JDG où c'était prévu, donc de longue date, et du coup il va faire sa pause qu'il fait habituellement. Normalement pour Halloween, il va. Je me sens que l'an dernier il avait fait Halloween à Disney World par exemple. Ah oui, d'accord. Et du coup là, il se réserve son Halloween, le congé qu'il prend en général pour Halloween. Il se le réserve pour nous permettre de faire la saison avec lui, quoi. Donc du coup, oui, ça va être un tournage en novembre, quoi. Là on part la semaine prochaine. Non. Ah oui, d'accord, ça rigole. Ok. On repart la semaine prochaine et on sera rentré le jour pour la TGS Po. Tu seras ouais, on se verra peut-être là-bas. Et le Hard Corner, du coup, ça avance bien aussi. Alors oui, parce que déjà je dois en mettre 2 en boîte avant la semaine prochaine. Et surtout on a sorti, je pense, un des épisodes les plus cool. Il y a une semaine ou deux, qui est basé en plus sur un vieux film de breakdance. Donc on a sorti les survêtes, les Nike et tout, pour faire les beaux. Et c'est vraiment ambiance 80s et film de la Canon pour ceux qui connaissent. Du coup moi je suis très fier de cet épisode. Il y a un petit peu de narration, il y a un petit peu, il y a une bonne ambiance. C'est pas trop nerd, c'est vraiment, tout le monde peut le regarder, c'est vraiment à l'os. Moi j'adore. C'est un truc un peu à part du Hard Corner, c'est une analyse de film pour la déconne, quoi. C'est ça, il y a une analyse de film sur la longueur en fil rouge, et la parodie du dit film pendant que tu la regardes, quoi, en fil rouge aussi, en parallèle. Et du coup pour moi c'est un format qui est un gros kiff à chaque fois, qu'on reproduit un petit peu ce schéma là. Et du coup on a des super retours. C'est juste que depuis la rentrée, YouTube est un petit peu taquin sur la comptabilisation des vues, et beaucoup enregistrent une baisse de 30 à 40% de leur trafic. C'est l'algo, ce que j'ai constaté, ou c'est le watch time? Non, je pense que c'est l'algo. Alors apparemment YouTube a reconnu avoir tenté un truc de filou en mode on va pas compter les vues qui viennent d'un navigateur avec adblock. Et puis du coup on va faire semblant que le chiffre officiel c'est les vraies vues, mais là Twitch est en train de faire pareil avec un truc en mode attention, si les gens sont pas devant leur écran et que la fenêtre n'est pas active et que si le stream est en pause, ça compte pas comme un viewer. Donc en fait tu te retrouves avec tu peux pas regarder plus de 5 streams en même temps si tu es en multistream ou quoi que ce soit. Et du coup tout ça pour prévenir soi-disant des bots, alors que en fait les gros streamers qui soupçonnaient de botting n'ont pas été spécialement impactés. Par contre plein de petits casters se retrouvaient à passer de 100 viewers à 20 viewers, et on peut râler. Et YouTube, il y a un peu ce truc là où apparemment YouTube ça a même fait un mea culpa aux États-Unis, en mode non, désolé, à partir d'octobre on va en recompter à l'ancienne là, parce que effectivement c'est dans l'intérêt de personne en fait. Mais toi t'es impacté par les vues là en ce moment ou... Ah ouais, grave, justement en fait je me retrouve avec le même nombre à peu près de commentaires, de likes, de
d'interaction, mais avec 30 à 40% de vues en moins sur un lancement d'une vidéo comme le dernier Hard Corner par exemple. Et ce qui est crève-cœur parce que en fait, nous on dépend quand même du nombre de vues pour s'en servir de levier de négociation quand il s'agit de négocier une OPSP, un Oli, un NordVPN, etc. Donc forcément quand YouTube s'amuse déjà à pas trop montrer les vidéos à tes propres abonnés et derrière commence à mettre sous le tapis les vraies vues, bon ça nous enlève un gros levier de négociation. Si encore il y avait le nombre de viewers qu'ils veulent pas compter, mais on a quand même le vrai chiffre, nous ça nous intéresse parce que comme la télé on monétise notre audience quoi. C'est ça, et puis en fait c'est plus des views, encore une fois il peut y avoir une différence entre les vues réelles et les vues AdSense quoi, ou je sais pas. Exactement, comme ça tu peux le vendre quoi, aussi, à un moment donné quoi. Mais après derrière il n'y a pas d'alternative en fait à YouTube, c'est un peu chiant. On en parlait la dernière fois, savoir si tu passais sur TikTok ou pas, mais bon, t'as ouvert ta chaîne je crois alors TikTok, ce qui est marrant c'est que pendant un temps j'avais l'impression qu'il m'aimait un petit peu puis depuis pas longtemps rien ne décolle. Des fois je postais le moindre clip de jeux vidéo, ça faisait 25, 30, 45 000 vues. Là ça fait 500, 300 vues, 700 vues, 400 vues. Donc depuis le début de mon TikTok il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai gagné je crois $50 sur TikTok. Waouh. Ouais je sais, ça décoiffe. Alors que c'est vrai que les shorts et les reels Instagram, eux, sont plutôt constants. Mais oui, mais ils sont pas monétisables ceux-là. Et ils ne sont pas monétisables, évidemment. Sauf quand tu as une petite offre d'un. Encore une fois, c'est le sponsor, le nerf de la guerre. Faut bien se dire que sans la méta des sponsors qui arrivent devant ou des posts sponsorisés, la moitié de vos youtubeurs stars ne peuvent pas en vivre, clairement. Ou ne peuvent pas employer au niveau qu'ils emploient ou lever des budgets au niveau qu'ils élèvent. Donc effectivement. Et toi t'as pas une grosse prod non plus quoi, non si? J'ai pas une grosse prod, mais en fait j'ai des frais fixes qui sont quand même sur lesquels je suis obligé de compter. Et en gros, étant donné que le décor est dans un local, j'ai un directeur photo qui est employé en CDI. J'ai un freelance qui me fait 1 ou 2 prestats par mois pour mes OPSP. Déjà rien que ça en fait on monte vite à 4000, 5000 balles par mois de frais fixes. Du coup ça veut dire que je commence moi à gagner de l'argent pour moi-même à partir de la première OP ou d'un gros mois YouTube quoi. C'est-à-dire que ça équivaut à toute ma monétisation organique, elle passe quasiment dans mes frais quoi. Donc en fait c'est les OP le bonus quoi. Ah oui, mais il n'y avait pas une histoire à un moment donné où le JDG allait ouvrir peut-être son studio à d'autres créateurs? Ouais, mais alors le gars est en Bretagne. Tu déménages, ouais. Mais t'es parti en Norvège, toi, à un moment donné. Alors, je suis parti en Finlande. En Finlande, pardon. On fait souvent l'erreur. Je suis parti en Finlande, effectivement. Et c'est vrai que Fougère, c'est moins loin. Et c'est vrai que s'il avait son studio ouvert à d'autres personnes, mais en fait, à part un super studio fond vert, le reste est quand même plutôt fait sur mesure pour JDG. Ah ouais. C'est-à-dire que moi pareil, j'ai un décor qui est vraiment fait sur mesure Hard Corner avec pas mal de choses au plafond, sur les murs, au sol, sur les côtés. C'est pensé pour un champ contre champ, c'est pas n'importe quoi. Et donc c'est pas une si bonne solution. Voilà, c'est pas une si bonne solution. À moins qu'ils me disent écoute, prends mes bureaux, prends des espaces de bureaux en plus de prendre un espace pour ton décor et installe-toi et je paye le loyer pour 150 mètres carrés. Ok. Tu vois, du coup, non, on fait ça nous-mêmes. Et effectivement, si on veut une meilleure prod, on ne peut pas s'affranchir des sponsors. Et parce que les charges sont, elles, fixes, quoi. C'est-à-dire que même si demain on me dit désolé, il n'y a pas d'OP pour Hard Corner ce mois-ci, tu peux sortir. Alors l'avantage c'est qu'on a Tipeee par exemple, donc qui est un certain poumon. Mais effectivement le Tipeee est vite absorbé par ne serait-ce que le loyer du local, parce que je n'ai pas chez moi 50 mètres carrés avec haut de plafond pour mettre un décor d'audiovisuel avec des grosses caméras, des gros pieds, des grosses lumières. Ah oui, non mais j'imagine bien. Et juste une dernière question, je me souviens à la Bordeaux Geek Festival, je crois, quand on s'était vu, tu parlais du Hard Corner, le film 2. Oui. C'en est où alors du coup? Alors, sacrée question et sacré projet. Alors en fait,
Hard Corner, le film 2, je sais que j'en ai pas mal détaillé l'an dernier. C'était un de mes goals Z-Event de spoiler un petit peu ce que je comptais faire pour Hard Corner 2, le film. Et plus j'en parle, plus je suis quand même serein dans mon idée de là où je veux aller. C'est juste, là le budget exploserait d'autant plus. C'est-à-dire qu'on est sur le budget presque d'un an de prod sur un projet. Ouais. Ce qui est normal dans un film. Hein, vraiment, les gens qui font des... Enfin, ça me paraît normal en audiovisuel de vite monter à 200K pour faire 1h30 de fiction. Là par exemple, quand je vois Nexus 6 qui sont vraiment magiciens de la prod, ils ont dépensé 1,5 million pour produire le making of de leur, enfin finir les effets spéciaux de leur film et le making of qui va avec. C'est En vrai, c'est des vrais magiciens parce que du coup, eux, ils ont vraiment plein de plans en 3D et tout, qui a l'air de ouf, hein, mais ils ont perdu en prod sur leur chaîne aussi à cause de ça, quoi. Mais exactement, c'est un puits sans fond. Ah bah ouais. Effectivement. Et donc, je pense que je leur demanderai quand même 2-3 astuces parce que c'est vraiment des magiciens pour le coup. Moi, je pense que entre 100 000 et 200 000 balles, je pourrais faire le film tel que j'aimerais le faire. Mais je pense qu'il faudra quand même pas mal faire des petits miracles par-ci par-là. Et puis c'est toujours une histoire de dans quel délai, dans combien de temps, comment je le finance, qui va me prêter de l'argent, qui va m'en avancer, est-ce que les gens seront encore dans l'attente, ready to go, etc. Donc wait and see. Je sais que je me suis toujours dit quand je faisais le premier film, on fera la suite mais pas avant 10 ans après. Bon voilà, du coup maintenant le tournage du premier film c'était il y a 12 ans. Aïe 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 aïe. Donc là, tu vois, l'heure tourne, je me dis, putain, et maintenant avec de la chance, on sortira le film 15 ans après, la suite 15 ans après. Après ça prend toujours un peu de temps, c'est sûr. Mais... Et je sais que moi je suis très fan de Jay Silent Bob Contre-Attaque de Kevin Smith et ils ont sorti la suite 18 ans après. et moi je trouve ça assez intéressant et assez ma boule et c'est un bon gimmick d'avoir les mêmes acteurs 18 ans ou 15-20 ans après sur une suite justement plus pour refléter sur comment ils ont vécu leur personnage, s'il n'y a pas des choses qu'ils regrettent dans le premier film, etc. avec leur gueule qui a vraiment Ganesh il a évolué, on va dire. Ouais, bien sûr. Il s'est d'ailleurs même remis d'un cancer récemment. Ah ouais là cette année. Écoute, donc effectivement il a il a des choses à dire. Ah oui, grave, ouais. Ce n'est plus le même homme. Non, mais en tout cas, pour le financement, tu le vois avec le hard looter, tu peux te dire que ça peut. Comme le hard looter marche bien, tu peux te dire qu'un financement de film, ça pourrait le faire aussi, quoi. Bien sûr, après, voilà, j'entends un petit peu en mode ce serait mieux s'il y avait une contrepartie physique, s'il y avait vraiment un Blu-ray, un DVD, etc. Oui, mais t'es encore en lien avec Omakibook, toi, de toute façon. Exactement, bien sûr. Et puis, on a lancé Kun Kun l'an dernier, qui est une plateforme de précommande pour des éditeurs et l'auto-édition de ses propres créateurs, sur laquelle on a livré la BD Star Barbare avec succès là cette année. Et donc on a tout livré, là on a livré 6000 bouquins. Et donc ça c'est des beaux projets aussi, notamment un deuxième volume qui est censé être promu à Noël. Donc on a beaucoup de choses, c'est juste que je me rends compte que, alors sans aucune surprise, il n'y a que les vrais mordus qui vont mettre la main à la pâte sur du digital et les curieux qui sont prêts à acheter du physique. Et après le pur mécénat, c'est le noyau extrêmement dur, c'est le cœur de la meule, ce qui est tout à fait normal. C'est des gens qui ont à cœur d'être en générique de fin, de se dire voilà, je suis intronisé dans ma participation à la prod, elle est visuelle, elle est signée. Et nous, ça nous permet de continuer plus sereinement parce que effectivement, en fait, moi, tout ce que je produis, on va dire, de quali, de fait, de monter sur YouTube avec une vraie production, une vraie lumière, etc., une vraie mise en scène, en fait, j'y travaille pour juste financer le privilège de le travailler, quoi. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on cherche la prochaine OP pour continuer à payer tous les frais qui sont mis en œuvre pour continuer à faire ce projet-là. C'est du flux tendu de donc ouf, c'est du flux tendu, mais après voilà, les gens reconnaissent Hard Corner, sont fidèles à ça, et moi c'est ma marque de fabrique, donc j'ai un intérêt quand même à continuer à le faire, quoi. Non mais oui, de toute façon on va voir comment ça va évoluer, écoute,
Je vais te libérer pour ton pipi. Ouais. Merci souci. beaucoup d'être venu Merci de à nous vous. parler Ouais. un peu encore de l'historique de ta chaîne et de prendre un peu de nouvelles, quoi. Bah ouais. Ça fait toujours plaisir. ouais. Et puis nous, on se dit à tout de suite, on fait une petite pause Yes. et on revient tout de suite. Au revoir. Des bisous.